qu'on a une culture, nous, françaises, de la punition. Et on pense que c'est normal. Pourquoi est-ce qu'on exclut un enfant de l'école ? Parce qu'il est différent. Des outils comme l'intelligence artificielle, elles posent pas réellement de nouvelles questions. Elles posent d'anciennes questions auxquelles on n'a pas répondu depuis longtemps. Comme Maria Montessori le disait, l'éducation est la plus belle arme de paix. Michel Onfray a cette phrase que j'aime beaucoup, il dit « Tous les enfants sont des philosophes et certains adultes le demeurent ». Nos enfants deviennent comme nous les voyons, nos enfants deviennent comme ils nous voient. Prenons le temps de réfléchir à ce qu'on veut pour demain. Bienvenue sur le podcast Les Adultes de demain. Je m'appelle Stéphanie Desclèbes, je suis entrepreneur et surtout une actrice engagée pour l'enfance. Dans ce podcast, je donne la voix à celles et ceux qui changent le monde grâce à l'éducation. Pour en savoir plus sur mes dernières actualités, rendez-vous sur le compte Insta @lesadultesdedemain ou sur mon compte perso LinkedIn. Pour retrouver un condensé des meilleurs moments du podcast, je vous laisse découvrir le livre « Offrir le meilleur aux enfants » aux éditions Hatier, que j'ai coécrit avec ma mère Sylvie Desclèbes, que vous entendrez beaucoup dans ce podcast. Allez, je laisse place à un nouvel épisode. Cette rencontre, je l'attendais depuis longtemps. Emmanuelle Duez est une femme aux 1000 casquettes, multi-entrepreneur, mère, réserviste et bien plus encore. Non seulement elle fait partie des femmes les plus brillantes que j'ai rencontrées, mais elle est aussi l'une des plus animées contre l'invisibilisation de l'enfance en France, notamment dans les politiques publiques. Cet épisode est donc un peu spécial, vous l'entendrez. J'ai d'abord voulu l'écouter sur ce qui la touche et la révolte aujourd'hui face à l'abandon des questions liées à l'enfance en politique, mais aussi sur notre culture qui accueille si peu les enfants. Nous avons ensuite parlé de son dernier projet autour de l'enfance, Bugali, une liseuse extraordinaire qui offre une expérience multisensorielle unique aux livres pour enfants. Cet épisode pointe donc directement du doigt tous les manquements de notre société vis-à-vis de l'enfance, et on les connaît, ils sont nombreux, mais également les raisons de continuer ce combat pour défendre tous les enfants. Bonjour Emmanuelle. Bonjour. Vous faites partie de ces personnalités qui suscitent en moi une immense admiration, je dois vous le dire. Pourtant, je ne vous ai pas découverte grâce aux multiples entreprises et ONG que vous avez créées qui font en partie votre renommée aujourd'hui. J'ai pris conscience de votre engagement à travers votre plume. Vous avez publié avec un collectif de grands acteurs de l'éducation une tribune en janvier 2024 dans Le Monde, intitulée « Aimons-nous assez nos enfants ». Celle-ci met en lumière toutes les faiblesses de notre système à l'égard de l'enfance et en matière d'éducation, vous en savez quelque chose. Vous êtes mère de 3 enfants et cofondatrice de l'EdTech Bugali, une liseuse absolument révolutionnaire, et nous y reviendrons sur cette aventure entrepreneuriale. Votre rôle d'entrepreneur dépasse largement le champ de l'enfance. Vous êtes également particulièrement impliqué dans le domaine du travail avec The Boson Project, un cabinet de conseil de renom, ainsi qu'au sein de l'ONG Youth Forever, dirigée par Jasmine Manet, que j'ai également interviewée dans ce podcast. Donc avant de rentrer dans le vif de notre sujet aujourd'hui, j'aimerais comprendre comment est-ce que vous arrivez à jongler aujourd'hui avec vos multiples activités et votre rôle de mère d'une fratrie. C'est une bonne question. Alors, je ne sais pas si j'y arrive très bien, pour être tout à fait honnête. J'ai appris à structurer, à faire confiance, à m'entourer de gens qui sont très forts, avec qui les relations sont extrêmement fluides et où l'a priori, c'est celui de la confiance. C'est-à-dire que j'ai pas à faire d'ingérence, sauf s'il y a un problème. Donc ça aide. Et ensuite, j'ai la chance d'avoir un compagnon qui assure aussi. Et puis, en réalité, la dimension entrepreneuriale, c'est tellement une expression de ma personnalité que j'ai pas la sensation de jongler toute la journée et d'essayer de faire rentrer au forceps des choses là où il y aurait plus de place. En fait, ce que je fais, ce qui m'anime, ça s'inscrit dans un tout qui est relativement cohérent, qui est la capacité à mettre toute mon énergie et mon drive entrepreneurial au service d'une certaine vision de la société, qui passe du travail à l'enfance. Il y a un petit bout d'armée aussi, c'est toutes les thématiques qui sont chères à mon cœur. Et du coup, je me lève le matin, je m'engage, je rentre chez moi, je m'occupe de mes enfants, globalement. J'avais écouté un épisode de podcast dans lequel vous étiez passé et où vous parliez de la création de sanctuaires et j'aimais bien ce concept. Est-ce que vous pourriez revenir là-dessus ? Oui, en fait, pour ne pas être trop polluée, j'ai mis de la distance géographique entre là où je m'engage, donc là où je bosse, beaucoup, évidemment, parce qu'il n'y a pas de secret dans la vie,
notamment dans la vie des entrepreneurs et encore plus quand on est un entrepreneur un peu pléthorique. On travaille forcément beaucoup, mais je mets de la distance géographique entre ça et ma vie pour pouvoir, le temps d'un trajet qui est quand même assez long, 3 heures, tourner la page de tous les enjeux, toutes les difficultés, les traces humaines aussi que ça laisse sur moi, les idées qui tourbillonnent dans ma tête, etc. Et en fait, rentrer dans mon refuge. Donc en fait, j'ai sanctuarisé ma vie personnelle et je ne permets pas à la moindre trace professionnelle d'aller sur ma vie personnelle. Pour que ça reste une espèce d'île vierge dans laquelle je sais où sont mes priorités. A contrario, quand je vais bosser, quand je m'engage pleinement. Parce qu'en fait, cette migration géographique fait que je n'emporte pas avec moi, pour gérer des difficultés d'entrepreneur ou des défis d'entrepreneur, des problématiques de maman. Je pense que c'est très inspirant pour tous les auditeurs qui sont également à leur compte. Alors, je le disais en introduction, vous avez coécrit une tribune dans Le Monde en janvier 2024 qui s'intitule « Aimons-nous assez nos enfants ». Qu'est-ce qui vous a poussé à prendre la parole à ce moment-là sur ce sujet-là ? La situation politique dont malheureusement on connaît aujourd'hui, je pense, le point culminant d'un marasme à l'œuvre depuis plusieurs années. En fait, j'ai eu la sensation, et on était nombreux, d'une incapacité de la France à projeter du long terme sur un certain nombre de défis, pas qu'écologiques. J'ai eu la sensation d'un rabougrissement du temps, mais aussi du sujet, parce que tout était très concentré sur nos petites problématiques d'adultes d'hier et d'aujourd'hui. Dans un monde où, en fait, la vraie question, c'est qu'est-ce qu'on va laisser demain pour ceux qui sont en train de grandir dans nos foyers, dans nos rues, qu'est-ce qu'on va laisser pour ceux qui ne sont pas encore là, et comment est-ce qu'on arrive à s'affranchir de cette vision extrêmement autocentrée qui est la nôtre, pour penser beaucoup plus long. J'ai eu la sensation, pour être tout à fait clair, d'avoir un gouvernement et des décisions politiques qui sont très centralisées en France, et qui le sont de plus en plus, pour lequel la question de l'enfance est un impensé absolu. Un impensé absolu. Et j'ai vu une convergence de ces sujets parce que sur la jeune génération sur laquelle j'ai beaucoup travaillé aujourd'hui, le suicide est la première cause de mortalité dans plus de 100 pays. Et au train où vont les choses, en fait, avec cette impensée politique de toutes ces petites personnes qui devraient pourtant être au cœur de nos systèmes politiques, la situation risque de s'empirer. Donc nous avons écrit cette tribune pour essayer de rappeler que finalement, derrière le sujet de l'enfance, il y a une capacité à se projeter sur le temps très long et à se décentrer de nos regards d'adultes, et que normalement la politique, l'art de la politique, c'est cet art-là, c'est pas un art clientéliste qui est destiné à convoquer les personnes âgées parce qu'il n'y a plus qu'elles qui votent et à donner à manger à une jeunesse de plus en plus radicalisée, en fait. Il y a un moment où, en fait, cette colère, elle m'a dépassée, et donc je suis allée voir autour de moi des intellectuels, pour la plupart d'entre eux, des entrepreneurs, des égéries. François Gabard, c'est l'égérie de toute une génération, pour essayer de porter une voix et de faire de l'enfance un projet politique total. Quels sont, selon vous, les sujets sur lesquels on est le plus en retard en France par rapport à l'enfance ? Alors, je répondrai à cette question de 2 manières. On est en retard sur le sujet de l'enfance en tant que tel, et je pense qu'on est très 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 en retard sur l'enfance comme projet politique. Donc comme tube ou comme process qui demain permettrait de remettre de l'hygiène dans le monde politique qu'on connaît. Sur le sujet de l'enfance en tant que tel, donc qu'on travaille toute la journée au sein de Bugali notamment, la France aujourd'hui est avant-dernier de l'OCDE sur le développement des compétences socio-comportementales. Donc derrière ça, qu'est-ce qu'on met ? On met l'estime de soi, on met la capacité à collaborer, on met la persévérance, on met le respect, et qui sont des leviers absolument fondamentaux d'apprentissage, de réussite scolaire, de bien-être psychologique, et donc en réalité d'aptitude pour devenir un homme ou une femme libre et un citoyen apaisé
Un autre élément, parmi les pays riches, la France est l'un de ceux où il y a le plus d'inégalités de bien-être entre les enfants. L'indice est de 13, c'est un indice de l'UNICEF, et ça met la France au 28e niveau sur 35 pays riches. Pareil, si on va là sur un aspect plus juridique, la parole des enfants, elle est considérée comme étant sous-considérée par le défenseur des droits, donc qui a pointé dans un rapport de 2020 le manque de considération de leur personne, de leur avis, de leurs rêves pour les adultes qui leur entourent. Et puis de manière plus urbanistique, cette fois-ci, comme ça on aura fait quelques-unes des disciplines à travers lesquelles on peut voir le sujet. Penser la ville à hauteur d'enfant, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Et moi, que j'accompagne des dirigeants avec The Boson Project, que j'accompagne des enfants dans leur découverte du livre, de la lecture, de la multisensorialité avec Bugali, ou que je m'investisse dans des associations à connotation plus ou moins politique, systématiquement j'arrive sur ce constat, c'est que la notion de l'enfance, elle n'existe pas. Elle n'existe pas dans les repères mentaux. Comme si le monde s'arrêtait sur nos petites préoccupations rabougries d'adultes névrosés. Quand on se met à hauteur d'enfant, on voit les choses totalement différemment. On voit la ville autrement, on voit l'avenir autrement à hauteur d'enfant. Quand on ouvre un livre avec Bugali, donc on a une ligne éditoriale qui est sur le rapport à soi, aux autres et au monde, on voit la différence. Et donc, se mettre à hauteur d'enfant toute la journée, ce qu'on a essayé de faire avec Bugali, avec notamment le docteur Albert Moukébert qui dirige notre comité scientifique pendant 5 ans, c'est se rendre compte finalement à quel point nous sommes empêtrés dans le court-termisme, dans nos névroses, dans nos représentations sociales, et à quel point les enfants sont des êtres libres qui pourraient nous apprendre à nous détricoter en fait. Et c'est pour ça que je crois que la politique devrait davantage prendre en compte le sujet, pas simplement comme un enjeu politique en tant que tel, mais vraiment comme un processus. Dans les pays scandinaves, dans un des pays scandinaves, le Danemark je crois de mémoire, ou la Finlande, il y a un ministère du futur, qui est un ministère transversal qui va aller projeter les conséquences à moyen et à très long terme des décisions politiques prises aujourd'hui. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on est responsable de ce qu'on est en train de faire pour les générations de demain. Et un ministère du futur, c'est une prise en compte de l'intérêt très supérieur des générations à venir et donc de cette idée de faire de l'enfance un projet politique total. Oublions nos turpitudes d'adultes. Ça me fait penser à une autrice que j'aime beaucoup qui s'appelle Leila Benoît, qui est pédopsychiatre et qui parle dans son livre qui traite de l'infantisme, ça a un nom, c'est discrimination faite aux enfants, ça s'appelle l'infantisme. Elle parle de la possibilité d'abaisser le droit de vote et notamment que les enfants aient une possibilité de voter. Et je trouve ça intéressant parce que c'est vrai que la voix des enfants aujourd'hui dans nos décisions politiques est inexistante. Alors, en tant que mère de 3 filles, qu'est-ce qui vous inquiète le plus pour leur avenir et comment, après ce constat, est-ce que vous n'êtes pas totalement effrayée pour leur avenir ? En fait, ce qui m'inquiète, j'ai la chance de vivre entre 2 pays. Et ce qui m'inquiète, c'est le niveau d'agressivité aujourd'hui et d'intolérance qui se déploie à l'égard des enfants. Ça m'inquiète beaucoup. Parce que dans un train, un enfant qui rit, un enfant qui pleure, c'est un énorme problème. Et aujourd'hui, depuis la pandémie notamment, il y a plus du tout de gêne à venir insulter les parents et engueuler l'enfant devant tout le monde, comme s'il était un problème. Dans la rue, un enfant, c'est un problème. Dans un restaurant, il n'y a pas très longtemps, à Paris en l'occurrence, 2 femmes ont demandé de changer de place pour ne pas être assises à côté de mes filles. Et en fait, ça m'a brisé le cœur. Parce que je me suis dit, comment elles peuvent comprendre cette information ? Comment peuvent-elles processer cette information ? Qu'être un enfant est un problème. Est-ce que vous avez dit quelque chose ? Ouais, j'ai hurlé. Je suis allée chercher le dirigeant du restaurant et je leur ai mis la honte, en fait. Je leur ai mis la honte. Ces 2 personnes âgées, il y avait une espèce là de concentration de cette ineptie intergénérationnelle. Comment en étant arrivé à ce point de désamour de soi pour ne plus avoir la tolérance de regarder un enfant et de s'émerveiller ? C'est du
délire. Et ça, c'est très français. En l'occurrence, l'autre pays que je connais très très bien, c'est l'Italie. Et il y a en Italie un boulevard pour les enfants. Les restaurants sont pour les enfants, la ville est pour les enfants, les magasins sont pour les enfants. Et du coup, ça change totalement le rapport des adultes à eux-mêmes, en réalité. Parce qu'on est dans l'attention, parce qu'on se dit que c'est ce qu'il y a de plus important, parce que du coup, dans la rue, on doit faire attention les uns aux autres. S'il y a un enfant qui est tout seul quelque part, vous avez tous les commerçants qui sortent pour dire mais, et qui viennent le protéger, ce petit. C'est même un peu le monde à l'envers, parce que si vous grondez trop fort votre enfant, vous te faites engueuler par les Italiens. Parce que ça ne se fait pas. Parce qu'en fait, un enfant est un trésor. Et je trouve que derrière cette approche culturelle, il y a le respect de la vie, il y a la joie du quotidien, il y a la capacité à s'émerveiller de tout, il y a la capacité à prendre le temps, parce que le temps d'un enfant, c'est pas le temps d'un adulte. Et en fait, tout ça, c'est quelque chose qu'on retrouve de moins en moins en France. Et c'est cette espèce de migration que je fais très souvent entre la France et l'Italie m'a permis de voir à quel point cette intolérance, pas simplement vis-à-vis de nos enfants, mais vis-à-vis des enfants avec un grand E aujourd'hui en France, était symptomatique d'un mal culturel absolument catastrophique. Et vous qui avez conscience justement de ces enjeux, de regarder dans le futur, quelles sont vos lueurs d'espoir? Comment ne pas tomber dans une forme de fatalisme pour nos enfants? Si, évidemment, j'ai de l'espoir. Hannah Arendt disait que l'humanité se renouvelle par la natalité, au sens où chaque génération qui advient, finalement, c'est un nouveau logiciel, c'est une page vierge, et donc c'est autant de futur et de potentiel, et d'impact, et de trajectoire, et de mouvement qu'on va créer. Évidemment que j'ai de l'espoir. Si j'avais pas d'espoir, j'aurais pas d'enfant. J'aurais pas de boîte. J'aurais pas entrepreneur si j'avais pas d'espoir. J'espère la fin d'une espèce de sophistication intellectuelle, notamment en France, pour revenir dans une espèce de manière plus naturelle d'être, plus apaisée. J'espère aussi la fin des marchands de peur et d'angoisse. J'ai un ami qui s'appelle Yves Cazot, c'est le patron du digital chez Michelin. C'est surtout un grand intellectuel des sujets à la fois climatiques, technologiques, globalement des transitions du monde économique. C'est un des rares génies que je côtoie. On n'en connaît pas beaucoup des génies dans la vie. Lui, c'est quelqu'un qui est génial dans sa tête. Il a quelque chose de génial. Et en fait, Yves est un des hommes les plus optimistes que je connaisse. Et pourtant, c'est un des ceux qui connaît le mieux les enjeux dont on parle. Il est optimiste parce qu'il sait mettre en perspective les défis qui sont devant nous et ce que nous avons accompli jusqu'à présent. Il est optimiste parce que il croit en l'homme, il est optimiste parce que il est possible de faire bouger des lignes. Bien sûr que je suis pleine d'espoir, mais j'appelle de mes vœux en fait à plus de simplicité, à moins de sophistication, à revenir dans quelque chose de plus authentique, simple. J'ose pas dire le terme naturel parce qu'il serait tendancieux, mais voilà, d'être heureux de vivre. Et je pense que dans le contexte qui est le nôtre, où on voit une multiplication des conflits armés, on voit que plus la complexité de l'époque est importante, plus les réactions grégaires se multiplient, de se dire mais putain en fait on a de la chance, on est dans un pays qui va relativement bien, on peut se projeter, nos enfants sont quand même relativement en sécurité, il y a des tonnes de trucs à inventer, on vit une période de bouleversement, donc c'est aussi des interstices dans lesquels on peut projeter de nouveaux avenirs. En fait, voilà, moins de sophistication, plus de simplicité et d'authenticité, en fait, descendre un petit peu le niveau des discours et le niveau des angoisses, passer de la tête à quelque chose qui est plus au niveau du ventre, en fait, qui est plus au niveau du ventre. Et quand tes filles, elles vivent de telles injustices comme celles que tu as vécues au restaurant, qu'est-ce que tu leur dis? Est-ce qu'elles ont conscience de tout ça? Oui, bien sûr qu'elles ont conscience. Et puis, la plus grande, elle a 6 ans. Et à 6 ans, en fait, globalement, on pige bien ce qui se passe.
Donc, maman, pourquoi la dame, elle est méchante? Donc, ce que je réponds, et très souvent, en fait, parce que moi, je suis un peu chippie, donc je réponds à voix haute et je réponds devant la personne qui est méchante. Je dis, la femme, elle est méchante, en fait, parce que tu comprends, elle est très malheureuse dans sa vie. Et donc, avoir une petite fille comme toi, pleine de vie, qui rit, qui court, qui est heureuse, ça lui rappelle à quel point, en fait, sa vie est dure et lourde, et donc elle devient méchante. Voilà. Et ce que je leur dis, du coup, pour répondre à ta question, c'est que c'est tellement génial d'être un enfant, qu'on doit tellement les respecter. Moi, je leur apprends un peu à être badass, tu vois. Avec les rebelles. Oui, et puis à afficher. Parce que tu vois, les gens, ils sont pas sympas. En tout cas, vis-à-vis des enfants. Certains d'entre eux, ne faisons pas non plus généralité, mais ils sont pas très courageux. Et donc, quand tu les affiches, bizarrement, il n'y a plus personne. On voit que c'est un sujet qui t'anime beaucoup. Est-ce que tu as déjà songé à faire de la politique ? En fait, j'ai songé toujours à faire de la politique. Quand j'étais à l'école, j'essayais d'être la déléguée de classe qui faisait du syndicalisme, tu vois, pour que le différentiel de notes au sport entre les garçons et les filles soit pondéré parce que c'était pas juste et que... Bon, bref. J'ai fait des études pour faire de la politique. Je suis passée en cabinet ministériel. Et en fait, la politique, c'est l'arlésienne dans ma vie. C'est-à-dire que, tu vois, tous les 2 ans, ça revient et je me dis, c'est là la suite de mon chemin. La réalité, quand même, c'est que si on dézoome sur les 15 dernières années, qui sont mes 15 années d'entrepreneuriat, donc mes 15 ans de vie professionnelle, ce que j'ai pu voir, c'est une extraordinaire médiocrité à l'œuvre au sein du monde politique, qui va de pair avec le fait que il y a 15 ans encore, c'était des carrières reines. Et on se battait pour y aller. On se battait. Aujourd'hui, on se bat pour essayer de trouver des gens. Et tu essuies 9 refus pour avoir le dernier des couteaux qui te dit « Oh oui, d'accord ». Donc en fait, il y a aussi l'attractivité de la fonction qui s'est considérablement appauvrie. Ça va pas tout à fait dans le sens, pour moi, d'une envie d'y aller. Quand j'observe le spectacle auquel on assiste et quand je vois... le décalage avec les défis qui sont les nôtres. En revanche, tu vois, quand on atterrit sur des sujets très concrets, donc on a parlé du travail, on parle beaucoup des enfants, parce que c'est un sujet qui est super important pour moi et qui est une forme de synthèse. C'est ce que j'ai essayé de te partager dans mon introduction. Ou quand on parle de l'engagement militaire, qui est un autre sujet important à mes yeux. Quand je vais sur les thématiques, l'envie revient toujours. Parce qu'en fait, je trouve que ça serait tellement beau d'avoir en politique... de nouveau, des hommes et des femmes qui ont une vision haute, qui ne parlent pas d'eux et qui parlent même pas des électeurs, mais qui parlent de ce qu'on va laisser, qui parlent d'héritage, qui parlent de futur, qui parlent de fierté, qui parlent de ce que ça veut dire que être français, aimer l'être, en être fier et avoir quelque chose d'un point de vue culturel à transmettre à tous les enfants du monde. Après, est-ce que c'est la séquence dans laquelle nous sommes malheureusement, je crois pas. J'espère qu'elle reviendra. Et j'espère qu'elle ne sera pas confisquée par les extrêmes. Si tu ne t'es pas encore engagée dans la politique, tu t'es engagée pour l'enfance dans le monde entrepreneurial avec Bugali. Donc c'est une liseuse qui rend les livres jeunesse tactiles et sonores. Pourquoi c'était important pour toi dans ta carrière d'entrepreneur de t'intéresser à cet objet-là et à ce sujet-là, la lecture pour les enfants ? Alors en fait, pour plein de raisons. La première, c'est que Bugali, c'est une entreprise industrielle qui essaye de mettre la tech au service de l'expérience de lecture, magnifiant l'objet livre, donc le livre en papier, le livre issu des plus belles maisons d'édition françaises. Et d'ailleurs, la France a un leadership intellectuel en matière d'édition jeunesse. Ça, j'avais envie de le faire parce que c'était un défi d'entrepreneur. Et moi, je suis une femme de défi et je m'étais dit, oh, ok. Donc j'ai monté une boîte qui fait ça. Mais alors une boîte industrielle, une boîte où il y a des machines, une boîte où il y a des objets, une boîte où c'est B2C. Ça, j'avais pas fait, ça me semblait très compliqué, donc je trouvais ça très excitant. Ça, c'est la première réponse. La deuxième réponse, elle est très politique. Le livre est le premier critère de déterminisme social. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'en fait, mettre des livres dans la chambre des enfants dès l'âge de 1 an, c'est la meilleure manière de leur donner des chances d'être libres de leur destin à l'âge adulte. Pourquoi ? Parce qu'en fait, le livre expose un certain nombre de mots de vocabulaire qui vont permettre à l'enfant de se représenter le monde
Et une fois qu'il a pu se représenter le monde avec nuance, avec subtilité, avec de la différence, avec de la diversité, il va pouvoir y agir. Il y a des études qui parlent d'un delta de 4,5 millions de mots, j'espère ne pas dire de bêtises, entre des enfants qui grandissent en compagnie d'un livre et des enfants qui passent à côté de ce trésor-là. Et ces millions de mots, c'est des millions de mots qui vont avoir des impacts sur leur vie absolument gigantesques, sur leur vie d'individu, sur leur vie de citoyen, sur leur niveau d'espoir aussi. Donc le pari de Bugali, c'était finalement de réactualiser un objet d'héritage qui existe dans plein de maisons, mais de le mettre au goût du jour. La tech, c'est fantastique. Les enfants grandissent dans un univers de technologie de pointe, ultra digitalisé. Et on n'a rien trouvé de mieux que de les foutre 2 heures par jour devant un écran avant l'âge de 2 ans pour les transformer en espèces de plancton qui reçoivent une information que d'ailleurs ils ne comprennent pas. La tech, c'est autre chose. La tech, on la subit pas. La tech, on la façonne, c'est de la pâte à modeler. Et donc, ce que je voulais faire, c'était mettre la tech au service de cette expérience de lecture, mettre la tech au service de l'éveil au monde des enfants, mais par cette baguette magique qu'est l'ouvrage, que l'on touche, puisqu'on a rendu le papier tactile. Et donc, l'enfant touche les livres papier, les pages, les personnages, et sous leurs doigts, vont s'exprimer les personnages en français, en anglais, de la connaissance, des comptines, des univers sonores, des mots de vocabulaire rares qu'on a cachés dans tous les livres. À côté du livre normal, celui-ci il a quelque chose de magique parce qu'il permet aux enfants à partir de 2 ans de lire sans savoir lire et d'avoir le plaisir immense de la lecture de manière multisensorielle, immersive, à son rythme, dans l'ordre qu'il veut. Et avec un livre, il aura 1000 histoires différentes. Est-ce que tous les ouvrages sont compatibles avec Bugali ? Comment ça se passe ? En fait, aujourd'hui, on sort avec 25 livres. Donc, comme je le partageais, qui sont issus des 15 plus belles maisons d'édition. Je ne vais pas toutes les citer, mais Gallimard, l'École des loisirs, Bayard, Fleurus, Le Seuil, La Martinière. C'est quand même c'est des sommités. On a choisi avec les directeurs de collection les plus beaux ouvrages sur la base de cette ligne éditoriale assez engagée. Même si elle n'est pas militante, on mène pas de combat, mais on est dans l'ouverture. Et en fait, ces ouvrages sont un petit peu adaptés, donc ce sont les ouvrages qu'on pourrait acheter dans une librairie classique. Simplement, ils ont un petit peu de tech, ils ont un petit wire au milieu, qui fait que posé sur la console Bugali, l'intégralité de ce qu'on voit sur la double page est tactile. Et la magie de la tech, c'est que si on va faire 100, 200, 5000 effets spéciaux sur une double page, on peut. Si on veut mettre des effets sonores sur one touch, une double touch, on entoure quelque chose pour faire des chercher, trouve, des swipes, parce qu'à un moment donné on va caresser quelque chose, on peut. Donc en fait c'est paramétrable à l'infini, ce qui veut dire que demain on pourra faire grandir les livres avec l'enfant, parce que chaque enfant évolue à une vitesse qui est la sienne, avec des paliers cognitifs. Et donc, l'avantage de la tech, notamment de l'intelligence artificielle demain, c'est de pouvoir épouser très finement les contours de l'apprentissage de l'enfant. Quels sont les retours des enfants ? Les retours d'enfants, ils sont dithyrambiques, ils passent en moyenne 45 minutes sur un livre, ce qui est beaucoup. Et ce qui nous a fait dire qu'en fait, notre vraie concurrence, c'est plutôt la console de jeu. Parce qu'en fait, Bugali, c'est pas comme une conteuse où on écoute. On est relativement passif. C'est évidemment pas comme un ordinateur, une tablette ou la télé. C'est actif. L'enfant design son expérience de lecture avec ses doigts. Et donc, dans ce contexte-là, comme il est actif et qu'il crée son expérience, le plus proche, qui capture l'attention de l'enfant pendant 45 minutes, c'est la console. On va malheureusement devoir se quitter, Emmanuel. Alors, j'ai une question rituelle dans le podcast. Comme tu sais, il s'appelle Les adultes de demain. Qu'est-ce que tu souhaiterais aux enfants d'aujourd'hui, les futurs adultes de demain ? Ce que je voudrais pour les enfants d'aujourd'hui, c'est que leurs parents, parce qu'on veut rien pour les enfants, ils ont juste à être des enfants, être libres d'être des enfants, mais que leurs parents et puis globalement tous les adultes qui les entourent, qui prennent soin d'eux, prennent conscience et se rappellent chaque instant à quel point l'enfance représente cette fantaisie, cette liberté qu'on a peut-être perdue ou qu'on a trop abîmée. Il y a cette citation magnifique de Christian Bobin. « Les enfants sont comme les marins, où se portent leurs yeux, partout c'est immense. »
Et je trouve que c'est une belle synthèse à la fois de ce que je souhaite aux enfants, qu'ils gardent toute leur vie cette capacité à porter ses yeux et à voir l'immensité de l'horizon. Ce que je souhaite aux adultes, de se rappeler à quel point c'est précieux, nous qui sommes désabusés et névrosés, de protéger en fait cet horizon dans les yeux des enfants. Et ce que je souhaite à notre société au sens politique du terme, puisque finalement c'est une synthèse de mon approche, faire de l'enfance le cœur d'une nouvelle vision politique pour la France. Magnifique, merci infiniment. Merci à toi. Merci infiniment d'avoir écouté cet épisode. J'aimerais prendre le temps de remercier tous ceux qui s'abonnent à la chaîne du podcast, qui laissent des avis et des notes sur Apple Podcast ou Spotify. Ça paraît rien, mais ça fait toute la différence pour faire connaître notre travail qui est complètement indépendant. Pour me retrouver, je vous rappelle que vous pouvez aller sur le compte Instagram des Adultes de Demain ou sur mon compte LinkedIn perso. N'hésitez pas à me partager vos retours sur cet épisode ou sur le podcast en général, ça fait tellement du bien de vous lire. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode.